Bien, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je vous prie d'excuser de notre président de commission qui est en hémicycle avec les ministres Cazenave et Le Maire. Et donc, je vais ouvrir cette commission dans les quelques minutes avant que le président Raynal nous rejoigne. Nous entamons cet après-midi les auditions plénières de notre mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, sont suivies par l'administration et le gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France. Si nous recevons régulièrement M. Moscovici, tantôt en tant que premier président de la Cour des comptes, tantôt en tant que président du Haut Comité des finances publiques, cette fois, c'est pour ces deux qualités à la fois que nous lui avons demandé de venir éclairer les débats de notre mission. Le sujet le justifie. C'est la dégradation des finances publiques depuis 2023, vue tout particulièrement sous l'angle du suivi de la situation budgétaire et financière par le gouvernement et de l'information que nous trouvons actuellement insuffisante du Parlement. Le déclenchement de cette mission d'information, Monsieur le Premier président, a été l'annonce par l'INSEE d'un déficit public de 5,5% du PIB en 2023, alors que la loi de fin de gestion qui avait été soumise au Parlement prévoyait un déficit de 4,9%, de même d'ailleurs que la loi de programmation des finances publiques qui s'est retrouvée obsolète 2 mois après sa promulgation. L'on ne peut être que frappé par la rapidité de cette dégradation. À partir de quel moment la connaissance de cette dégradation était-elle prévisible et identifiée selon vous ? Pouvez-vous nous éclairer sur la méthode suivie par le Haut Conseil des finances publiques lors des avis qu'il fournit sur le projet de loi de finances, le projet de loi de finances de sécurité sociale et le programme de stabilité ? En particulier, comment sont réalisées et suivies les prévisions macroéconomiques et des principaux agrégats des finances publiques ? Je sais que nos préoccupations rejoignent les vôtres. Cela fait plusieurs années, par exemple, que la Cour des comptes alerte sur les difficultés croissantes de prévision des recettes fiscales par le gouvernement. Vous appelez ainsi le gouvernement à mieux justifier les estimations de recettes fiscales dans les projets de loi de finances rectificatifs. Cette difficulté récurrente à apprécier les recettes fiscales a été particulièrement aiguë à la fin 2023, notamment sur la TVA et sur l'impôt sur les sociétés. Comment le gouvernement devrait-il améliorer ses méthodes ? D'une manière générale, conviendrait-il, par exemple, de publier des prévisions de recettes en fourchette dans l'exposé général des projets de loi de finances ? Au-delà toutefois du budget de l'État, la prévision par le gouvernement et l'information du Parlement au sujet de la situation financière des collectivités territoriales et des administrations de sécurité sociale présentent certainement aussi des marges d'amélioration. Votre point de vue en la matière sera fort utile à notre information. Je vous donne donc la parole pour une intervention liminaire, à la suite de quoi le rapporteur général et les autres membres de la commission auront, je n'en doute pas, des précisions à vous demander. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je comprends toutes les questions qui sont posées. Je salue d'abord le Président, le rapporteur général et les sénateurs. En vous remerciant de votre invitation, je me propose peut-être de faire un propos d'introduction générale avant de passer aux questions pour la bonne compréhension, pour la clarté du propos. Et pour ce faire, en effet, je vais présenter plusieurs travaux réalisés par des équipes nombreuses, puisque derrière tous nos travaux, il y a quand même 61 notes d'analyse de l'exécution budgétaire ou fiscale, des travaux, bien sûr, de la première chambre, ici représentée par sa présidente et plusieurs magistrats, et des délibérations du Haut Conseil. Je salue la présence d'Éric Dubois, son secrétaire général. Et pour faire assez vite, je vais vous présenter d'abord nos analyses sur le budget de l'État, puisque vous savez que la loi organique relative aux lois de finances confie à la Cour le rôle essentiel d'éclairer l'examen de l'exécution budgétaire, responsabilité que, bien sûr, nous ne prenons pas à la légère. Et de ce point de vue-là, je vais vous présenter ce qu'on appelle le RBDE. Disons que le constat est sans appel. Lorsque j'étais venu présenter le rapport public annuel, je vais parler de 2023 comme une année blanche. Il semblerait que la Chambre se soit interrogée pour savoir si on n'était pas trop sévère. Mais non, en vérité, c'était une année noire qui s'est révélée.
pour les finances publiques de l'État, puisque le déficit budgétaire de l'État en 2023 est le deuxième le plus dégradé jamais enregistré. Il atteint presque le niveau record de l'année 2020, qui pourtant a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire, qui n'est plus là, et fort heureusement. Le déficit atteint 173 milliards d'euros en 2023. C'est 21 milliards de plus qu'en 2022. C'est 9 milliards de plus qu'initialement prévu dans la loi de finances initiale pour 2023. Alors, cette situation tient en premier lieu à la loi de finances initiale qui était peu ambitieuse, et nous l'avons souligné, mais était aggravée par des facteurs multiples. D'abord, sur les dépenses, il y a un constat qui est clair et décevant, qui est que nous n'avons pas profité du reflux des dépenses exceptionnelles de crise et de relance pour diminuer les dépenses de l'État et réduire le déficit. Après avoir augmenté de 110 milliards d'euros entre 2019 et 2022, les dépenses du budget général de l'État auraient dû diminuer, logiquement. Et c'est vrai qu'il y a eu un reflux des dépenses exceptionnelles de l'ordre de 28 milliards d'euros, dépenses liées à l'urgence sanitaire et à la relance, mais cette baisse a été plus que compensée par la hausse des autres dépenses, à hauteur de 29,4 milliards d'euros. Les dépenses totales de l'État ont ainsi atteint 454,6 milliards d'euros en 2023, soit 1,9 milliard de plus qu'en 2022. Et toutes les composantes de la dépense de l'État ont progressé en 2023. Les mesures nouvelles atteignent près de 15 milliards d'euros, notamment pour prolonger les dispositifs de soutien face à la hausse des prix de l'énergie. La croissance des dépenses de l'État est aussi due à la hausse continue de ses dépenses ordinaires, et la Cour estime leur progression à 14,5 milliards d'euros en 2023, contre moins de 2 en 2022, et c'est notamment dû à la hausse de la charge de la dette, 3,2 milliards d'euros, j'y reviendrai, la masse salariale, 6 milliards d'euros, après l'augmentation de la valeur du point d'indice en 2022 et en 2023, et une augmentation significative des effectifs de l'État, plus 8 991 ETP. De surcroît, les reports atteignent des niveaux inédits depuis 4 ans. Ils ne sont toujours pas en voie de normalisation, je salue le Président. 16 milliards d'euros de crédits de 2023 ont à nouveau été reportés en 2024. Tout ça a été prévu et autorisé par la loi de finances et par la loi de programmation 2023-2027. C'est d'ailleurs un constat assez singulier à l'aube d'une trajectoire exigeante qui était censée ramener, et qui est toujours censée ramener le déficit public sous les 3%. Et c'est pourquoi j'évoquais une loi de finances initiale peu ambitieuse. Ça se vérifie en exécution. Et pour le dire simplement, la quasi-stabilité des dépenses de l'État entre 2022 et 2023, malgré le reflux des dispositifs de sortie de crise, du quoi qu'il en coûte, retarde encore la maîtrise des dépenses. Et constatons que les revues de dépenses qui ont été engagées n'ont pas vraiment modifié la donne. S'agissant des recettes de l'État, dont on parle beaucoup, elles baissent en 2023 après 2 années très dynamiques. C'est une mauvaise surprise qui n'a fait qu'aggraver le déficit. En 2023, les recettes nettes du budget général ont diminué de 8,2 milliards d'euros par rapport à 2022. Elles se sont avérées inférieures de 7,4 milliards d'euros à la prise dans la loi de finances initiale. La diminution provient surtout de la baisse marquée des recettes fiscales, moins 7,4 milliards d'euros, mais aussi de l'augmentation des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales, plus 1,3. Disons que cette diminution en valeur est une véritable singularité, alors même que 2023 était une année de croissance, bien que modeste. Et à cet égard, je veux le dire, on a beaucoup parlé de retournement de conjoncture, etc. La conjoncture n'est pas extraordinaire, mais la prévision de croissance était correcte, puisque c'était 1%. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il y a eu un dérapage. Ça s'explique au moins en partie par les transferts de TVA, dont l'État n'est plus qu'un attributaire minoritaire. Je me souviens de venu ici, devant cette commission, présenter un rapport sur le TVA, soulignant cet effet, et on en voit le caractère forcément négatif. En 2023, l'État a encore transféré 10,5 milliards d'euros de TVA supplémentaires dans le cadre de la suppression de la CVAE, ce qui veut dire qu'en pratique, les recettes de l'État sont plus volatiles, qu'elles sont moins corrélées à la croissance économique et que plus généralement, le rendement de tous les grands impôts est en baisse. Comment expliquer la mauvaise surprise de 2023 sur les recettes fiscales de l'État? C'est une question qui a été posée en votre nom, Monsieur le Président. Disons que plusieurs événements postérieurs à la loi de finances de fin de gestion expliquent cet écart inhabituel de près de 8 milliards d'euros. Une partie d'entre eux relève d'évolutions qui étaient difficilement prévisibles. Mais une autre partie aurait pu être anticipée au cours des débats parlementaires de novembre. En particulier, les revenus du prélèvement sur
les super profits, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, parce que ça n'existe pas, des producteurs d'électricité étaient estimés à 12,3 milliards d'euros en loi de finances initiale. Ce montant a été réduit à moins de 3 milliards d'euros dans la loi de finances de fin de gestion. Il n'a finalement représenté que 0,6 milliards d'euros. Bon, est-ce que ça, c'est totalement imprévisible dès lors que vous indexez une taxe ou une contribution sur l'inflation et que vous avez par ailleurs une politique qui mène à la désinflation? Il n'est pas absolument absurde que son rendement diminue. S'il avait été très élevé, ça aurait signifié que la politique de maîtrise de l'inflation aurait été un échec. Et c'est un peu incohérent de ce point de vue-là avec les hypothèses qui étaient mises dans le projet. Je suis, comme vous, attaché à ce que soient pleinement établies les raisons à l'origine d'un tel écart. Je répondrai un peu plus tard aux questions de la Commission, celles qui ont été d'abord posées par le président. L'administration l'explique par la baisse des prix de l'électricité tout au long de l'année 2023, alors que cette imposition exceptionnelle a été conçue et estimée fin 2022, lorsque ces prix étaient au plus haut. Et des analyses complémentaires sont en cours pour apprécier si d'autres facteurs ont pu jouer. Ces évolutions négatives sur le volet des recettes comme des dépenses ont contribué à accroître le besoin de financement et la dette de l'État, qui atteignent des niveaux très préoccupants. En comptabilité budgétaire, le besoin de financement de l'État atteint le niveau historique de 314,6 milliards d'euros. C'est quasiment le montant des recettes fiscales de l'État. Le corollaire de ce besoin de financement en hausse, c'est bien entendu l'augmentation continue de l'encours de la dette, qui a augmenté de 6,5% sur l'exercice 2023. En comptabilité budgétaire, la charge de la dette a elle aussi continué d'augmenter de manière soutenue après la brusque accélération de 2022. La charge de la dette s'est élevée à près de 54 milliards d'euros en 2023, après 50,7 milliards d'euros en 2022. C'est désormais l'équivalent du budget des armées. Cette tendance est inquiétante, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté, même si maintenant ils devraient à un moment donné se tasser, et où les projections indiquent une progression continue de la charge de la dette. J'y reviendrai un petit peu plus tard, puisque la loi de programmation 2023-2027 prévoit, dans la centrale d'évolution des taux, une hausse de la charge en intérêt de 9,5 milliards d'euros en 2024 et de près de 36 milliards d'euros à l'horizon 2027. À l'issue de cette année, j'aimerais quand même, je parle de 2023, partager avec vous un message d'alerte et de vigilance. L'absence de réformes et d'économies structurelles en 2023 va peser fortement sur la trajectoire de retour du déficit à un niveau soutenable. Et alors que se pose la question du financement des investissements nécessaires à la croissance, à la transition énergétique, écologique, la situation financière de l'État ne sera maintenue qu'au prix d'efforts considérables sur d'autres dépenses. Je le redis et je le redis, ces efforts sont difficiles, mais ils sont encore possibles. Et ils ne sont pas contradictoires en soi, ni avec une politique de croissance, ni avec le maintien du modèle social français, ni avec les exigences de la transition écologique, s'ils portent sur des dépenses peu efficaces, peut-être en existe-t-il, sur les dépenses que je qualifierais de faible qualité. Ça nous invite collectivement à réfléchir à la qualité de la dépense publique. Et dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, la Cour avait proposé l'an dernier une sorte de mode d'emploi pour passer au tamis la qualité de la dépense publique. Je crois qu'il faut aller plus loin dans ce sens et nous y apporterons notre écho à travers 3 revues de dépenses que nous sommes en train de préparer d'arrache-pied sur les collectivités territoriales, sur l'assurance maladie et sur les dispositifs de sortie de crise. Quelques mots à présent sur l'acte de certification, sur les comptes de l'État pour 2023. Je dirais que la Cour des comptes a certifié en émettant une opinion avec réserve. Il y a 2 points de réserve importants qui ont été résolus. Il y a aussi le verre à moitié vide, c'est l'apparition d'un nouveau point de réserve considéré comme une anomalie significative. Il s'agit de l'absence de mention parmi les engagements donnés par l'État de la garantie du remboursement de l'emprunt émis par l'Union européenne pour financer le plan de relance européen. Cet engagement, qui vient le cas échéant en augmentation de celui pris au titre du cadre financier pluriannuel du budget de l'Union, peut être évalué tout de même à 75 milliards d'euros. Total, si les comptes de l'État sont utiles, riches en informations et représentent un grand progrès par rapport à la situation prévalant avant 2006, il reste quand même du chemin à faire avant qu'ils puissent être certifiés sans réserve. Et je veux quand même attirer votre attention sur un point qui peut pas être technique, mais qui a toute son importance. Nous nous étonnons en effet que lorsque le gouvernement communique sur les comptes de l'État, il ne mentionne pas systématiquement les réserves récurrentes de la Cour. Et ça soulève quand même une question de transparence
et de lisibilité de la situation financière de l'État. Certains d'entre vous ont travaillé en entreprise, mais quelle entreprise pourrait présenter comme l'État des comptes qui présentent durablement des anomalies ou des réserves sans signaler cette situation aux utilisateurs de cet état financier ou sans signaler les avis des commissaires aux comptes? Je vous le dis, ça ne me paraît pas extrêmement normal. J'aimerais à présent, j'ai été un peu vite là-dessus, mais ce sont des éléments, je crois, assez connus, prendre ma casquette de président du Haut Conseil des finances publiques et vous présenter un peu plus en détail les deux avis que nous avons rendus la semaine dernière, conformément aux dispositions prévues par la loi organique. Un avis sur le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de 2023 et un avis sur le programme de stabilité pour les années 2024 à 2027. Je commence par l'avis sur le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, appelons-le plus simplement la loi de règlement. L'avis rendu par le HCFP porte, est-il besoin de rappeler, sur le solde structurel de l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire un champ qui comprend non seulement l'État, mais aussi ses opérateurs, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs opérateurs. Cet avis doit juger si l'écart entre le solde structurel réalisé et celui de la loi de programmation des finances publiques est important au sens de la loi organique. Et je me permets un petit rappel, on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Si le Haut Conseil venait à constater que cet écart est important, ça déclencherait automatiquement le mécanisme de correction prévu par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Le gouvernement devrait alors en tenir compte au plus tard lors du prochain projet de loi de finances ou de loi de financement de la sécurité sociale et y présenter les mesures de correction envisagées. Alors, comme vous le savez, les résultats présentés par l'INSEE à la fin du mois de mars font état d'un déficit public plus élevé que prévu dans la LPFP de 0,6 point de PIB, puisque le déficit s'est établi à 5,5, alors qu'il était prévu à 4,9. C'est-à-dire qu'on avait quand même une année très très difficile. Cet écart se traduit par un écart de 0,5 point de PIB sur le solde structurel, ce qui est justement le seuil de déclenchement des mécanismes de correction. Pourquoi cette différence ? C'est parce que la croissance a été un peu moins forte que prévu quand même, 0,9 au lieu de 1, et qu'une petite partie de l'écart, soit 0,1 point de PIB, est de nature conjoncturelle. C'est ça la définition du structurel. Pour juger si cet écart est important, le Haut Conseil devait tenir compte de circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés. Après débat, le Haut Conseil a considéré que la clause de circonstances exceptionnelles qui avait été mise en œuvre en 2020 ne s'appliquait plus puisque les conditions d'exercice de l'activité économique, qui avaient fortement pâti en 2020 et 2021 de la crise sanitaire, puis de la crise énergétique, se sont depuis nettement améliorées. Et en 2023, l'activité a continué de croître et l'inflation a reculé. Donc, première étape du raisonnement, pas de circonstances exceptionnelles. Ensuite, on a voulu voir si l'écart de 0,5 était important au sens prévu par la loi organique. Notre réponse a finalement été non, parce qu'il y avait une réserve méthodologique due au passage de l'ensemble des données des comptes nationaux de la base dite 2014 à la base 2020, qui représentait 0,14 points de PIB. Donc ça ramène à 0,36 en vérité. Donc il n'est pas important au sens de l'article 62 de la loi organique, donc pas appelé au mécanisme de correction, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas important qu'il n'est pas significatif. Je ne joue pas sur les mots. Il est élevé quand même. Et cette dérive contribue à accroître la divergence des situations de finances publiques, plaçant la France dans une situation préoccupante. C'est la troisième fois que je prononce cet adjectif par rapport à celle de nos principaux partenaires européens. Et conserver durablement, est-ce que c'est besoin de le faire, de le dire ici, un déficit élevé n'est pas sans conséquence, puisque ça ne permet pas de réduire notre ratio de dette publique, déjà parmi les plus élevés en Europe. Je l'ai déjà dit devant vous, le désendettement est impératif. Pourquoi ? Pour retrouver des marges de manœuvre qui doivent être rétablies pour que la France puisse faire face à d'éventuels chocs macroéconomiques. Ça arrive, sans compter les investissements nécessaires en faveur de la transition écologique et d'autres évolutions indispensables. Je note au passage que la trajectoire de finances publiques de la loi de programmation, que le Conseil avait jugée optimiste quand elle lui avait été soumise pour avis, je l'avais dit devant vous, est d'ores et déjà remise en cause seulement 4 mois après sa promulgation. Comment en est-on arrivé à de tels écarts ? Vous pouvez le demander, vous l'avez d'ailleurs demandé à l'issue de mon propos. Il y a eu certaines mauvaises surprises, notamment en matière fiscale, qui étaient difficiles à prévoir, d'autres qui doivent impérativement être expliquées, mais l'expérience de l'année 2023 ça prouve en tout cas une chose. Nous avons besoin, et j'y insiste, d'échanges plus nourris
et d'une communication plus transparente avec les administrations. Nous rappellerons aux administrations qu'elles doivent communiquer à la Cour et au Conseil les informations, les estimations, les notes, les prévisions dont elles disposent, ce qui n'a pas été le cas à la fin de l'année 2023. Il ne s'agit pas de les prendre au piège, c'est une question de transparence et même une question de bonne information nécessaire pour que chacun joue son rôle à sa place. La Cour des comptes a besoin de ces documents afin d'exercer sa mission constitutionnelle de vigie des finances publiques à équidistance entre le gouvernement et le Parlement. Quoi qu'il en soit, la trajectoire de finances publiques tracée par la LPFP était déjà à revoir en ce début d'année, et ce constat m'amène au contenu de l'avis du Haut Conseil sur le programme de stabilité 2024 à 2027 que je vais maintenant présenter. Le Haut Conseil a été saisi, comme les années antérieures, d'un nouveau programme de stabilité pour les années 2024 à 2027, qui sera vraisemblablement le dernier. Pourquoi ? Parce que la nouvelle réforme de la gouvernance économique, qui entre en vigueur maintenant après le vote du Parlement européen la semaine dernière, va remplacer les programmes de stabilité par les programmes dits budgétaires et structurels de moyen terme, fixés pour au moins 4 ans, déterminant une trajectoire non plus de solde public, mais d'évolution de la dépense publique. C'est plutôt, pour moi, une bonne évolution. Le projet a été maintenant approuvé. Il prévoit une saisine obligatoire des institutions budgétaires indépendantes sur les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes à la définition de l'objectif de dépense publique, mais seulement 8 ans après que les règles sont entrées en vigueur. Autrement dit, on en parle au début, on en parle à la fin. Rien n'interdit toutefois d'introduire cette obligation dès la transposition de ces règles en droit français, de prévoir une saisine annuelle du HCFP sur ces programmes. Et pour vous le dire franchement et nettement, ça me semble vraiment nécessaire pour pouvoir continuer à éclairer au mieux le Parlement et le citoyen sur les perspectives de nos finances publiques par une analyse impartiale, objective et pluraliste. Si vous estimez, et il me semblait que c'était le cas, que le travail du HCFP était utile à l'information du Parlement et du citoyen, alors il me paraîtrait logique qu'il y ait des modifications de la loi organique qui gravent dans le marbre, en quelque sorte, le rôle de notre institution budgétaire indépendante pour pouvoir suivre annuellement la mise en œuvre de ce programme. Sinon, ce rendez-vous qui est le nôtre aujourd'hui, il disparaîtra, et aussi d'ailleurs une appréciation de moyen terme sur ce qui se déroule de manière glissante. Je passe ce message avec une certaine force, parce que, en l'occurrence, j'ai moins le sentiment que, je ne dirais pas que nous jouons dans le même camp, parce que nous ne sommes pas opposés à notre camp, mais nous contribuons à votre information. Il me paraît très paradoxal qu'une approche en quelque sorte plus nationale de la situation budgétaire des États membres de l'Union européenne se traduise par un recul de leurs institutions budgétaires indépendantes. Et à la suite de cela, je veux souligner que le gouvernement s'est doté d'une nouvelle trajectoire profondément modifiée. Notre avis sur le programme de stabilité 2023-2027 s'articule autour de 2 grands messages. Le premier, c'est que les hypothèses présentées par le gouvernement sont, nous ne le découvrons pas, trop optimistes, comme nous en avions déjà fait part lors de notre avis l'an passé. Revenons une seconde sur la LPFP et sa trajectoire qui a été promulguée en fin d'année dernière. Lorsque nous avions donné notre avis sur le projet de la LPFP, nous avions estimé que le scénario de croissance du gouvernement était optimiste. Nous avions relevé que la trajectoire de finances publiques était peu ambitieuse au regard des engagements européens de la France, alors même qu'elle supposait déjà la réalisation d'importantes économies structurelles qui restaient à préciser. Là, je cite pratiquement notre avis d'alors. Et de fait, le gouvernement prend acte dès ce programme de stabilité que la trajectoire de la LPFP a été construite sur des hypothèses trop optimistes et doit déjà être fortement modifiée. Pourquoi ? Le gouvernement a d'ores et déjà dû corriger à la baisse de 0,8 points sa trajectoire de croissance sur la période 2023-2025 dans le programme de stabilité, et il a eu raison de le faire. La croissance a été de 0,9 contre 1 en 2023. Les hypothèses sous-jacentes sur les comportements de dépenses des ménages et des entreprises sous-jacentes à la trajectoire de LPFP sont remises en cause par les tendances récentes, notamment l'investissement des ménages et des entreprises continue de pâtir du durcissement passé des conditions de financement entraînées par la politique monétaire de la BCE. Le gouvernement a ainsi révisé à 1% sa prévision de croissance pour 2024, soit 0,4 points de moins que sa prévision précédente, et à 1,4% celle pour 2025, soit 0,3 points de moins que sa prévision précédente. Si vous ajoutez tout cela bout à bout, ça fait bien 0,8. Notons toutefois que la prévision de 1% pour 2024 demeure encore supérieure au consensus des économistes, ou par exemple à la prévision de croissance pour la France présentée par le FMI, qui est pourtant pas d'ordinaire une institution pessimiste, mais pour être tout à fait exhaustif, c'est vrai que l'INSEE a publié ce matin
des comptes trimestriels qui laissent entendre que 1%, c'est encore un peu optimiste, mais c'est pas non plus hors d'atteinte. Là-dessus, le match n'est pas joué. Le scénario macroéconomique à l'horizon 2027 reste pour sa part optimiste parce qu'il suppose un fort rebond du commerce mondial qui n'est pas acquis dans un contexte d'obstacles croissants aux échanges internationaux, ayant aussi en tête certaines échéances géopolitiques, des élections par exemple, qui pourraient renforcer les tendances protectionnistes, je ne parle pas des élections européennes, et une forte baisse du taux d'épargne des ménages, qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas pour autant très probable. Disons que on l'annonce sans arrêt, et puis il ne se produit jamais jusqu'à présent. L'évaluation de PIB potentiel associé, c'est-à-dire le niveau d'activité qu'on peut atteindre en l'absence de choc, qu'il soit favorable ou défavorable, n'a été révisée qu'à la marge. Elle reste donc, à notre avis, avantageuse. Voilà ce qu'on peut dire sur cet optimisme. Bref, malgré un scénario de croissance qui reste favorable, il en résulte que l'écart de production, c'est-à-dire la part du PIB qui est de nature conjoncturelle, qui est donc appelé à se résorber avec le retour à une conjoncture normale, reste négatif jusqu'en 2027 dans le projet de programme de stabilité, ce qui est une configuration qui, en vérité, ne s'observe jamais dans les évaluations ex post de l'écart de production. Et ceci conforte le diagnostic du Haut Conseil que la trajectoire de PIB potentiel retenue dans la prévision du gouvernement est surévaluée. La trajectoire de finances publiques, elle aussi, a dû être révisée de manière substantielle. Elle est nettement plus dégradée que dans la LPFP. Dès 2023, donc première année de la trajectoire de la LPFP, le déficit public observé est plus élevé de 0,6 points que celui prévu dans la LPFP. Le résultat sur la dette publique, soit 110,6 points de PIB, est lui aussi plus élevé de 0,9 points que prévu dans la LPFP. C'est aussi le cas en 2024, où le déficit public est prévu en hausse de 0,7 points par rapport à la LPFP pour atteindre 5,1 points de PIB et non pas 4,4 comme prévu. Le ratio de dette atteindrait 112,3 points de PIB en 2024, soit une augmentation de 2,6 points par rapport à la LPFP. Et en particulier, la trajectoire de la prévision de prélèvement obligatoire, que nous avions déjà jugée optimiste, a dû être révisée à la baisse de plus de 25 milliards d'euros en 2024. La cible de déficit a été relevée également, mais de 2,7 à 2,9, même si le gouvernement maintient l'objectif d'un retour sous 3 points de PIB à cet horizon. Cette trajectoire conduirait elle-même à une augmentation du ratio de la dette au PIB par rapport à 2023 à 112 points de PIB en 2027, ce qui veut dire de facto que la France s'installerait de manière durable sur le podium des 3 pays les plus endettés de la zone euro, qui d'ailleurs devraient voir leur dette diminuer, en tout cas très significativement pour la Grèce, le cas de l'Italie et d'une autre nature. J'en viens au second message de cet avis, et j'en finis, qui me paraît le plus important, qui est que même révisé par rapport à une loi de programmation trop optimiste, le scénario du programme de stabilité manque de crédibilité et de cohérence. La nouvelle trajectoire est nettement plus dégradée que dans la LPFP. Dès 2023, le point de départ s'éloigne de ce qui était inscrit dans la programmation de finances publiques. On part de 5,5, plus de 4,8. Le déficit public est donc très élevé. En 2024, il est 0,7 points au-dessus de la trajectoire. Et l'horizon de temps s'est réduit. De manière très imagée, je dirais qu'il y avait une pente déjà escarpée pour passer de 4,8 à 2,7 en 5 ans. Là, passer de 5,1 à 3% ou 2,9% en 3 ans, ça devient très, très raide. Et par ailleurs, le maintien d'un objectif de déficit public en dessous de 3 points de PIB suppose un ajustement structurel primaire, c'est-à-dire hors charge d'intérêt, massif entre 2,3 et 2027 de 3,2 points de PIB sur 4 ans. C'est totalement inédit. Ça s'appuierait quasi exclusivement sur un effort d'économie en dépenses, puisqu'il n'y a rien de prévu sur les prélèvements obligatoires. Et le Haut Conseil, je le redis ici, considère que cette prévision manque de crédibilité. Un tel effort en dépenses n'a jamais été réalisé par le passé. Sa documentation reste à ce stade extrêmement lacunaire. Sa réalisation suppose la mise en place d'une gouvernance rigoureuse qui associe l'ensemble des acteurs concernés, qui n'est pas totalement aujourd'hui en place. Nous participions ensemble, monsieur le rapporteur général, au Haut Conseil des finances publiques locales. Il y a encore un peu de progrès à faire pour parvenir à un diagnostic partagé et des remèdes communs. Le gouvernement indique qu'il s'appuiera sur les revues de dépenses engagées jusqu'alors. Il faudra un coup d'accélérateur très puissant, et donc voilà pour la crédibilité. Mais, et ça c'est un facteur nouveau, j'y insiste, le Haut Conseil considère que cette prévision manque aussi de cohérence. Autrement dit, pourquoi cela? Parce que finalement, le passage de 5,1 à 2,9
avec les étapes intermédiaires en termes de croissance, ça ne nous paraît pas voler. Je précise, la mise en œuvre de l'ajustement structurel prévu ne manquerait pas de peser à court terme sur l'activité économique. On ne réduit pas aussi massivement et sur plusieurs années la dépense publique sans effet sur la croissance économique. Et pourtant, on a des prévisions élevées, 1,7 et 1,8 en 2027, 2026 et 2027. Et ces prévisions ne pourraient être atteintes que sous des hypothèses très très favorables et très très peu probables. Et donc on se retrouve dans une situation où soit on maintient la prévision de croissance, mais de facto on n'atteindra pas du tout 2,9, soit on veut absolument faire 2,9, mais à ce moment-là la croissance sera réduite, d'où les recettes aussi. Il faudra faire encore plus d'économies que ce qui est déjà là et paraît difficile à atteindre. Un scénario cohérent supposerait donc de changer soit la prévision macroéconomique, soit celle de finances publiques. Et voilà, je serai clair, mesdames et messieurs les sénateurs, si nous souhaitons rétablir des finances publiques saines, il faut avoir un discours de vérité et faire des choix. Nous ne pouvons pas annoncer un tel ajustement structurel sans que celui-ci repose sur des hypothèses robustes. Laissez-moi, pour conclure, vous préciser bien sûr que le Haut Conseil n'est pas neutre dans cette affaire, qu'il considère toujours indispensable la réduction du déficit public et du ratio de dette. Je sais que c'est très difficile, encore plus que ce qu'on pouvait penser il y a quelques mois, car nous avons tardé à maîtriser nos dépenses, mais ça n'en est pas moins nécessaire, et ça doit s'appuyer, je nous cite, sur une stratégie articulée et crédible de réduction du poids de la dépense publique dans le PIB et sur un réexamen des baisses prévues de prélèvements obligatoires, ce qui signifie en clair qu'il n'est jamais interdit de faire des baisses de prélèvements obligatoires, mais que si on en fait, elles doivent être compensées par des économies en dépenses supplémentaires. Voilà les messages que je souhaitais vous passer avant de répondre à vos questions. Quelques-unes ont été posées. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez, peut-être, Monsieur le Président, y revenir. Monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les sénateurs, je suis naturellement à votre disposition. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de vos travaux, je voulais poser ce tableau d'ensemble, puisque je n'ai pas eu l'occasion de venir devant votre commission, comme je l'ai fait, certes en visio, devant la commission de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Premier Président et Monsieur le Président du Haut Conseil tout à la fois, puisque là, c'est avec vos deux casquettes que nous vous auditionnons aujourd'hui. D'abord, m'excuser pour avoir terminé l'audition du ministre tout à l'heure en séance, qui m'a fait arriver un petit peu en retard. Veuillez m'en excuser. Je remercie notre collègue Bruno Belin de m'avoir remplacé pour cette ouverture. Mes questions ont été posées, je crois, à travers l'exposé de Bruno Belin. On pourra y revenir tout à l'heure et vous pourrez éventuellement apporter des éléments supplémentaires, même si déjà vous avez répondu. J'ai quelques éléments à votre disposition. Voilà, là-dessus. J'ai noté un point dans votre intervention concernant une éventuelle modification de la LOLF, si je comprends bien, suite aux décisions qui ont été prises à Bruxelles. Et donc, ça me rappelle, le rapporteur général peut-être sourira avec moi, le fait qu'à l'époque, nous avions dit cela. C'est-à-dire, nous avions dit que ça serait bien peut-être d'attendre, de voir les nouvelles règles qui allaient s'imposer pour modifier la LOLF. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait, on sera obligé d'y revenir, peut-être, mais ça sera toujours plus complexe quand c'est sur un sujet plus ténu, si je puis dire, alors qui intéresse beaucoup le Haut Conseil, mais je veux dire, ça aurait été mieux de l'introduire dans la totalité des règles, peut-être d'attendre un petit peu, mais enfin, c'est un commentaire que je souhaitais faire en vous entendant cet après-midi. Alors, je vais tout de suite donner la parole au rapporteur général, puisque nous sommes à la fois dans, si je puis dire, l'audition de la LFG, mais en même temps sur la mission de compréhension et de sorte comment on peut améliorer effectivement l'information. Alors vous l'avez dit, vous avez eu une demande sur la transparence de la part du gouvernement pour avoir peut-être des notes internes d'alerte, etc. Je vous indique que nous sommes demandeurs à peu près de la même chose. C'est-à-dire que nous goûtons avec, comment dire, nous ne goûtons pas en réalité le fait qu'il nous faille attendre les échos du jour pour avoir les informations. Soit les échos, soit la presse du soir de temps en temps, mais tout ça est très désagréable. Et donc, d'ailleurs, ça a amené le rapporteur général, à juste titre, à faire une
état, ou en tout cas d'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par la LOLF et lui permettre donc d'aller chercher quelques éléments d'appréciation, puisqu'on ne les avait pas eus en temps et en heure. Donc, voilà. Donc, nous partageons cette demande, en tout cas, de transparence et d'information préalable. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président et Monsieur le Président du Haut Conseil. En fait, tout commence. Pourquoi vous êtes là? Parce que tout commence un jour de printemps. Le 20 mars, et je reprends tout de suite l'intitulé de notre mission d'information. C'est une mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, sont suivies par l'administration et le gouvernement, et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France. Pourquoi ça a commencé un jour de printemps? Parce que c'est à ce moment-là qu'une information est parue dans un journal du matin, mais la veille au soir. C'est l'avantage des formules digitales, apprenant un décalage entre la réalisation des prévisions sur le déficit public et la réalité de ce déficit. Vous l'avez évoqué. Et je dois dire que mon sang n'a fait qu'un tour pour une raison assez simple. C'est que depuis des semaines et des mois, on nous avait expliqué que les comptes étaient tenus, qu'il n'y avait pas de difficulté, jusqu'à ce que le 18 février, sur un plateau d'une chaîne de télévision au cœur des vacances de février des Parisiens, le ministre de l'économie et des Finances ait choisi de s'inviter pour expliquer que, à peine le projet de loi de finances adopté dans les conditions que l'on sait, à peine ressuyé l'encre de la loi de programmation des finances publiques, c'est-à-dire 60 jours exactement après l'adoption de cette loi de programmation, des coupes, une première vague, j'ai envie de dire, de coupes sombres, 10 milliards d'euros, alerte. Et vu le délai très court entre les événements, effet de surprise et sentiment d'être soit contourné, soit mal informé. Voilà, donc moi je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, parce que je pense qu'il importe dans la transmission, et vous l'avez évoqué, dans la transparence des informations, qu'une démocratie qui vit bien, c'est une démocratie dans laquelle chacun est respecté selon qu'il est à l'exercice du pouvoir ou dans un rôle d'opposition, de minorité. Je pense que c'est une bonne chose. Et puisque en France, on a en plus des institutions, des dispositifs de contrôle, d'évaluation, alors à la fois indépendants, d'autres qui sont quand même la mission essentielle et première du Parlement, contrôler et évaluer la dépense. Pour bien contrôler et évaluer la dépense, encore faut-il disposer des bonnes informations. Voilà. Moi, Monsieur le Président, parce que je vois que j'ai vu beaucoup de mains se lever, donc je vais être très bref sur les questions, parce que finalement, j'avais préparé quelques questions, dont celle qui consistait à vous demander si le gouvernement vous transmettait ses notes de service ou de ses services sur la situation économique ou budgétaire, en plus des documents destinés à être rendus officiels, ou est-ce qu'il le faisait parfois à la demande du Haut Conseil? Mais vous avez précisé, donc je souhaiterais que vous puissiez nous confirmer de manière plus précise ou nous informer de manière plus précise sur les carences d'informations que vous auriez dû obtenir et dont le gouvernement a, je pense, alors soit omis, soit choisi de ne pas vous rendre destinataire. Quel type de document et depuis quand? Et peut-être, si vous avez une première interprétation sur le motif qui aurait pu présider ou les motifs à cette décision. Deuxièmement, et ce sera ma dernière question, quel avis est-ce que vous portez sur le fait que le Parlement donc, a voté, je l'ai dit, fin décembre, un PLF
avec un déficit à moins 4,9 pour 2023. On a un écart 60 jours après de plus 0,6 points, donc en gros entre 15 et 18 milliards. De votre point de vue, était-ce évitable ou comment le gouvernement aurait-il pu éviter ce décalage? Et alors ça, je crois que la question, mais vous me le confirmez, j'ai cru comprendre que le Haut Conseil était, comme le Parlement, dans la même situation de déficit, mais de déficit d'information, le Parlement, que le Haut Conseil. Est-ce que vous me confirmez cette interprétation? Je vais répondre peut-être à ces deux questions. Merci, monsieur le rapporteur général. Si vous le souhaitez, alors, assez rapidement, puisqu'après nous avons des demandes. Alors juste un point sur la modification de la LOLF que vous évoquez, parce que ce n'est pas à moi de choisir le moment où on modifie la LOLF. Peut-être était-il plus commode de le faire dans une précédente législature que dans celle-ci. C'est un autre sujet. Et ça nous a permis de faire un certain nombre de progrès concrets. Mais là, je vous parle d'un point, je me permets de le dire. Est-ce que c'est dans l'intérêt du Haut Conseil? Il me semble surtout que c'est dans l'intérêt du débat public et c'est aussi dans l'intérêt du Parlement. Car voilà, je suis là devant vous pour vous parler notamment du programme de stabilité. Dans les nouvelles règles, ce rendez-vous serait biffé d'un trait de plume. Et du coup, le déficit d'information du Parlement ne pourrait que s'accroître. Il me paraît très sain qu'il y ait une sorte de point annuel sur le suivi du programme, et non pas un point à l'année N-1, et puis un point N+1, c'est une fois tous les 8 ans. Entre-temps, une boîte noire. C'est le sens de cette modification que j'évoque. Et là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que nous sommes un honnête courtier de l'information du Parlement. Ensuite, sans être long, je voudrais dire quand même comment travaille le HCFP, ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Avant la saisine officielle, nous envoyons un questionnaire et des fichiers Excel à l'administration pour disposer d'éléments chiffrés et explicatifs sur la prévision à venir. En règle générale, la réponse à ces questionnaires est transmise avec la saisine par le gouvernement. Avant la saisine, nous auditionnons les principaux prévisionnistes français, en l'occurrence l'INSEE, la Banque de France, Rexecode et l'OFCE, ce qui est l'occasion pour nous de connaître leurs prévisions, parfois avant qu'elles soient publiées, mais surtout de disposer d'analyses de fond sur les questionnements du moment. Après la saisine, nous auditionnons les administrations qui nous présentent le scénario macroéconomique et les finances publiques et qui apportent des précisions sur certains points de scénario qui fournissent des informations manquantes. Le HCFP analyse ensuite les prévisions en s'appuyant sur la comparaison avec les autres prévisions disponibles, celles des membres eux-mêmes, des instituts auditionnés, des organisations internationales, du consensus des économistes, l'analyse des dernières informations conjoncturelles et leur confrontation avec les prévisions de gouvernement nous nourrit. C'est ainsi, par exemple, que nous avons jugé optimiste la prévision de DMTO pour 2023 en PLF 2024 ou de prélèvements sociaux pour 2023 en PLFG 2023. Nous mobilisons les outils de prévision, s'agissant notamment des prélèvements obligatoires comme garde-fou des précisions du gouvernement, et ça nous a conduit, par exemple, à juger la prévision de TVA pour 2024 en PLF 2024 élevée. Et enfin, l'analyse du réalisme et de la cohérence intrinsèque des prévisions s'appuie notamment sur l'expertise et l'expérience des membres. Je rappelle que le HCFP, ce n'est pas son président, c'est une instance pluraliste avec des membres qui sont nommés par les présidents des deux assemblées, des économistes de grande qualité, 4 membres de la Cour des comptes et le directeur général de l'INSEE, que je ne regarde d'oublier. Et quand je dis pluraliste, c'est pluralisme de toute nature en réalité, et les travaux se font toujours par consensus. C'est d'ailleurs une période extrêmement chargée, je vais y venir, pour les membres et pour les membres du secrétariat qui sont une toute petite équipe, beaucoup plus petite que dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. Je tiens à le signaler quand même, nous avons le mandat le plus étroit et les moyens les plus limités. Alors, est-ce que ça nous permet toujours d'élaborer nos avis dans les conditions souhaitées? Ça rejoint votre question, monsieur le rapporteur général. Et sinon, quelles sont les marges d'amélioration? D'abord, nous disposons, c'est vrai, de nombreux éléments d'information pour travailler au-delà des données publiques. Il y a des données d'exécution interne à Bercy, les encaissements mensuels des principaux impôts, le compte mensuel des collectivités locales. Il y a des prévisions macroéconomiques qui sont relativement détaillées. Il y a des données des comptes des administrations publiques. Les réponses aux questionnaires envoyés préalablement à la saisine, alors elles sont de précision quand même très variable, il faut le dire. Nous sommes parfois conduits à formuler des questionnaires complémentaires, parfois même en séance, avec des fortunes diverses. Mais il y a 2 points que je souligne devant vous. Le premier, c'est que le HCFP ne dispose pas toujours de toute l'information nécessaire. Les réponses
au questionnaire sont parfois imprécises. Le gouvernement ne nous fournit pas certaines données sur les comptes des administrations publiques que nous demandons. L'administration invoque à chaque fois les difficultés techniques. C'est pourquoi le Conseil a adressé en juillet 2023 une lettre au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des comptes publics, renouvelant la demande d'enrichissement de l'information transmise. On peut naturellement vous donner cette lettre si c'est utile à votre mission. Des progrès ont été constatés depuis. J'espère que d'autres seront possibles à l'avenir. Deuxième chose qui nous manque, c'est du temps. Le délai d'une semaine entre la saisine et la transmission de l'avis au SGG n'existe pas pour tous les textes. Par exemple, le programme de stabilité ou le PLFR. Ce délai d'une semaine, il est déjà très court. Il devrait être imposé de manière systématique. Il serait sain qu'il soit étendu à 15 jours pour le PLF et pour la loi de programmation. Là, en l'occurrence, en plus, on nous a piqué, pardon de parler aussi familièrement, 2 jours. Ce qui fait qu'en 5 jours, on a dû compacter l'avis sur le programme de stabilité pour des raisons qui tenaient, d'ailleurs, je crois, au besoin de ne pas mettre au Conseil des finances publiques locales devant le fait accompli, monsieur le rapporteur général. Ce délai, il est presque toujours respecté, y compris lorsque la loi organique ne l'impose pas, mais lorsqu'il ne l'est pas, il est déjà très tendu. Notre travail devient extrêmement difficile. Une partie des informations demandées sur le HCFP, ce programme de stabilité, est arrivée moins d'une semaine, moins de 4 jours ouvrés avant la transmission au SGG. J'ajoute, pour être complet, que les seules informations que le HCFP a sur les prévisions de croissance et de déficit sont celles qui lui sont transmises par le secrétaire général du gouvernement à l'occasion des saisines et que nous n'avons pas accès à d'autres informations. Tout ça, comme on le dit, nous permet de travailler en flux tendu, de produire des avis qui, je crois, sont de grande qualité, mais reposant sur des informations qui ne sont pas suffisamment complètes et que nous n'avons pas le temps de surcroît d'exploiter toutes. Et je crois que ce n'est pas une situation satisfaisante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout à l'heure exprimé une demande de transparence accrue, car, comme vous, nous la ressentons. Et je rappelle que notre rôle essentiel, c'est de venir ensuite devant les commissions des finances des assemblées pour présenter ces travaux. C'est toujours par là que nous commençons. Pour le coup, la dernière fois que nous nous sommes vus, il y avait un petit problème d'embargo, mais l'embargo est absolu. La présentation de tout ça commence au Conseil des ministres et en général, je vais juste après présenter ces travaux devant la commission des finances de l'Assemblée, puis devant la vôtre, dès lors que je suis invité là. On n'a pas pu se voir plus tôt car il y avait l'interruption du travail parlementaire. Je me serais naturellement rendu disponible plus tôt. C'est pour moi une priorité absolue. Voilà ce que je peux dire. Autrement dit, nous ne disposons pas de rien. Nous faisons un bon travail, mais nous ne disposons pas de suffisamment d'informations et de suffisamment de temps pour traiter les sujets de manière aussi approfondie que nous le souhaiterions. Merci, Monsieur le Président. Je vais donner la parole à nos collègues, demandant toujours, si possible, d'être relativement succinct. Je vais considérer que la liste des inscrits est close, si vous voulez bien, et s'il n'y a pas de demande à l'instant. Et donc, Antoine Lefèvre, puis Jean-Raymond Hugonet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le Haut Conseil des finances publiques, dans son avis rendu le 16 avril, note la prise en compte par le gouvernement de la dégradation financière par rapport à la trajectoire prévue dans la loi de programmation des finances publiques. Il considère cependant que les hypothèses de croissance du gouvernement sont encore avantageuses. Alors, j'ai bien entendu votre proposition de passer les dépenses publiques à travers un tamis qualitatif, mais quels seraient, selon vous, les principaux postes d'économie à privilégier pour garantir le retour sous la barre des 3 points de PIB à l'horizon 2027, si tant est que cet objectif soit pleinement réalisable au regard de l'évolution de la charge de la dette et de la situation de notre balance commerciale? Puis j'ai une autre question également sur une déclaration du ministre de l'économie qui évoquait, je le cite, « Je veux bien comprendre pourquoi il y a eu un accident de 20 milliards d'euros sur l'évaluation des recettes. En revanche, la dépense publique a été parfaitement exécutée. » Le terme d'accident ne fait pas oublier l'impact significatif de cette somme et semble ne pas être approprié pour rendre en compte du dérapage budgétaire de l'année 2023. Diriez-vous, Monsieur le Premier Président, comme le ministre, que la dépense publique a été parfaitement exécutée? Je vous remercie. Merci Antoine. Jean-Raymond Hugonet, puis Marie-Claire Carrère-Gé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Vice-président, je ne vous cacherai pas que la séquence à laquelle nous venons d'assister depuis 14 heures jusqu'à maintenant est vraiment surréaliste. Est-ce la veille de la fête du travail? Je ne sais. Mais nous venons
d'entendre pendant 2 heures, j'allais dire supporter, pendant 2 heures, Monsieur le ministre des Finances et Monsieur le ministre des Comptes publics nous expliquer que globalement tout va bien. C'est ce que j'ai entendu, ils l'ont même dit. Et c'est une histoire de volonté, la main sur le cœur. Et nous vous entendons là nous dire un message d'alerte et de vigilance. Je cite vos propos, un besoin de réforme structurelle, une interrogation sur la qualité de la dépense publique et qu'il y a quand même un sujet de transparence. Nous sommes exactement raccord avec ce que vous nous dites là, c'est la même perception, mais on s'aperçoit qu'elle est totalement inverse à celle du gouvernement. En effet, le gouvernement ne tient pas compte de vos avis. Tout ça est très policé, tout ça se fait de façon fort respectable, et c'est normal, c'est la démocratie, mais on a bien compris qu'au bout du compte, le gouvernement n'écoute pas les avis de structures qui sont éminemment importantes et que vous dirigez. Et par ailleurs, le gouvernement, ce même gouvernement, contourne, avec le président de la République, bien évidemment, contourne le Parlement. Alors ma question, elle est simple. Nous sommes dans une démocratie, je l'espère encore, vivante, même si on peut en douter. Quel avenir dans le traitement des finances publiques, alors que c'est à mon sens un grand danger pour le pays et que si les Françaises et les Français pouvaient vivre ce qu'on vient de vivre, là, en quelques heures, pouvaient le percevoir vraiment, je pense qu'on serait en grand danger tous et toutes. Et puis, une question plus technique, pensez-vous que le point de PIB soit encore l'unité de compte à mettre à Sèvres pour mesurer les déficits et voilà. Merci Jean-Raymond. Marie-Claire Cargé, puis Michel Canevet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il s'agit d'une observation, Monsieur le Premier Président, pour me réjouir que la Cour ait souligné à travers la nouvelle réserve dans le cadre du processus de certification la non-mention au titre des engagements hors bilan du pays, des engagements pris au titre du remboursement de l'emprunt émis par l'Union européenne dans du plan de relance Next Generation EU, qui s'élève à l'engagement s'élevant à 75 milliards d'euros, c'est-à-dire grosso modo la moitié du déficit d'une année en ce moment, dans un contexte où l'identification par l'Union européenne de ressources propres suffisantes apparaît problématique. Et dans le contexte aussi, on est beaucoup à considérer que la trajectoire du programme de stabilité qui vient de nous être remis est assez peu crédible. Il me semble que la Cour a bien fait de rappeler, et ça serait bien de le faire savoir encore plus, qu'il y a une cerise sur le gâteau, ces 75 milliards qui seront à rembourser d'une manière ou d'une autre, et pas au calendrier grec, mais à compter de 2028. Merci. Merci Marie-Claire. Michel Canevet, puis Thierry Kozik. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier Président. Dans votre propos tout à l'heure, vous avez évoqué notamment l'absence de réforme en 2023. Je vous rappelle simplement que nous avons beaucoup souffert sur la réforme des retraites, quand même, et nous avons aussi beaucoup souffert sur la réforme du marché du travail, qui sont des signes quand même, et des réformes qui ont été importantes, même si elles ne sont pas suffisantes au regard de ce qu'il fallait faire. Vous avez évoqué aussi dans votre propos peut-être l'intérêt de consulter le Haut Conseil sur le programme de stabilité tous les ans au lieu de tous les 8 ans. Alors pour nous, il y a toujours une question de surtransposition qui se pose. Il faut savoir si on doit surtransposer ou pas la règle européenne. Mais sans doute, vu la situation, il serait peut-être utile que nous ayons le plus grand nombre d'avis et de conseils circonstanciés sur l'évolution de la situation. Alors, je voulais vous interroger surtout sur l'évolution du déficit, puisque le budget de l'État est en déficit de 173 milliards, mais le déficit des administrations publiques centrales, lui, est de 155 milliards. Donc il y a quand même un écart extrêmement important dont on a toujours des difficultés à appréhender. Comment voyez-vous les choses à cet égard? Est-ce que des gisements d'économie peuvent être trouvés dans ce différentiel entre, je suppose que ce sont l'ensemble des administrations qui sont autour de l'État qui génèrent cette réduction du déficit dit public? Et puis,
Sur le programme de stabilité, il est prévu qu'il y ait un effort accru des collectivités territoriales et des administrations de sécurité sociale. Et on a un peu le sentiment que l'État, enfin le budget de l'État, lui, verrait son déficit beaucoup moins se réduire. Est-ce que ça vous semble aussi, est-ce que c'est la lecture aussi que vous en faites, et est-ce que cela est satisfaisant? À mon point de vue, non, mais qu'en pensez-vous? Merci Michel. Thierry Cozic, puis Isabelle Briquet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, je vous cite, vous avez dit « la pente sera raide, voire impraticable ». C'est en somme comme cela que vous jugez, dans votre avis rendu public mercredi 17 avril dernier, la trajectoire élaborée par le gouvernement pour maîtriser le déficit public, la qualifiant, les propos vous les avez réitérés devant nous, même de manquant de crédibilité et de cohérence. Dans le vocable d'une institution comme celle du Haut Conseil des finances publiques, cela sonne comme un désaveu sévère. Le Haut Conseil chiffre à près de 60 milliards d'euros sur la période 2023-2027 le montant de l'ajustement budgétaire à réaliser. Vous soulignez que jamais un tel effort n'a été effectué dans le passé. Le chiffre de 60 milliards, pour nous, n'est pas anodin, car il représente précisément le niveau des recettes fiscales qui ont été supprimées chaque année par le pouvoir en place depuis 2017. Compte tenu de la détérioration des finances publiques, le Haut Conseil indique que le retour du déficit sous 3 points du PIB dans 3 ans supposerait un ajustement structurel massif entre 2023 et 2027, 2,2 points de PIB sur 4 ans, qui s'appuierait, là je vous cite, essentiellement sur un effort d'économie en dépenses. Au regard des dépenses fiscales colossales supprimées depuis 7 ans et des besoins en investissement afin de garantir des services efficients ou une recherche à même de garantir la compétitivité de la France, pensez-vous est-ce que le Haut Conseil pense que la dépense vous semble être le levier premier pour redresser le cap? Et si oui, quelles dépenses vous préconisez de réduire? Merci Thierry. Isabelle Briquet, pour conclure les questions. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, j'aurais besoin d'une confirmation en fait. Le ministre, à l'instant, en séance, a réitéré le fait que la politique annoncée n'était pas une politique d'austérité. Vous venez de nous dire que le niveau d'économie envisagé pour amener le déficit était sans précédent. Ceci rend la prévision difficilement crédible, mais si la copie n'est pas revue, nous avons bien un programme d'austérité et comme seule méthode proposée. Une politique austéritaire étant contre-productive, n'est-il pas urgent de parler recettes? Merci Isabelle. Monsieur le Premier Président. Je vais d'abord, si vous me permettez, compléter la réponse que j'ai donnée dans le champ de la mission qui est la vôtre au président sur le volet Cour des comptes, puisque j'ai parlé essentiellement du Haut Conseil et des informations dont nous disposons. Et je vais peut-être faire un petit détour sur le fait de savoir à quel moment la connaissance de la dégradation était prévisible et identifiée. C'est toujours facile de juger a posteriori que les choses étaient courues d'avance. En revanche, il est très difficile de juger à partir de quel moment et par qui la dégradation des finances publiques pour l'année 2023 était clairement identifiée. Ce qui est certain, c'est que cette dégradation par rapport à la prévision était actée officiellement. Monsieur le ministre, je reprends votre histoire. À partir de la publication des chiffres de l'INSEE en mars 2024, la Cour, comme le Haut Conseil des finances publiques, ne dispose que des éléments qui sont transmis sur les prévisions de croissance et de déficit. Autrement dit, pour le HCFP, je l'ai dit, c'est les prévisions transmises par le SGG à l'occasion des saisines. Et pour la Cour, ce sont les éléments qui sont communiqués par les administrations aux équipes en charge du chapitre sur les finances publiques du rapport public annuel, ainsi qu'aux équipes en charge du rapport sur le budget de l'État. Et je rappelle que quand j'ai présenté le rapport public au président de la République, puis devant l'Assemblée, devant votre hémicycle, dans un débat très intéressant, je parlais d'une année blanche. On se doutait qu'elle pouvait être grise. Mais nous n'avions pas d'informations. Je veux le dire. On ne vous a pas caché quelque chose. Du tout. Une grande partie de l'écart était en fait difficile, voire impossible à prévoir. Le HCFP l'a souligné. Mais une partie des dérives avait été identifiée. Ça, je crois qu'il faut le dire. Je tiens tout de même à rappeler que, dès son avis du 27 octobre sur le projet de loi de finances de fin de gestion, le HCFP avait relevé que la croissance prévue
de la masse salariale marchande non agricole, donc celle des cotisations sociales et des prélèvements sociaux sur les revenus des activités, était élevée. Le Haut Conseil a également souligné, dans ce même avis, le risque d'un recul plus fort qu'anticipé par le gouvernement des droits de mutation à titre onéreux, si la tendance baissière constatée depuis le début de l'année se poursuivait. Donc il y avait là, si vous voulez, pas de cohérence, des problèmes qui étaient déjà relevés. S'agissant des travaux de la Cour, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon discours devant vous, l'année 2023 nous a prouvé que nous avions besoin d'échanges plus nourris et d'une communication plus transparente avec les administrations. Elles doivent communiquer à la Cour les informations, estimations, les notes ou les prévisions dont elles disposent, ce qui n'a pas été le cas dans cette fin d'année 2023. Par exemple, la Cour n'a pas disposé d'une note de la direction du budget, du Trésor. On en avait entendu parler, datée du 7 décembre 2023, mais qui est restée au stade de simple rumeur, qui évoquait dans notre information, quand on fait un rapport, si nous l'avions eu, nous l'aurions écrit. Nous ne l'avons pas eu. Moi, on m'en avait parlé. Qui évoquait une potentielle dégradation du déficit public jusqu'à 5,2% du PIB. Nous n'avons disposé de cette note qu'en mars 2024, c'est-à-dire après l'instruction du rapport public annuel. Certes, elle n'est pas affirmative. Je crois que vous l'avez. Voilà, et elle relève qu'il reste des incertitudes, d'une part, des possibilités de pilotage de la dépense en fin d'année pour réduire l'écart autant que possible, d'autre part. Ça n'aurait pas pu être utilisé pour documenter précisément un dérapage du déficit public dans le RPA, mais ça montre bien que nous avons eu alors raison de parler au conditionnel du respect de la trajectoire dans notre rapport public annuel publié le 12 mars, alors même que nous n'avions pas reçu d'éléments de l'administration permettant de prouver un dépassement du déficit prévu. Et donc, vraiment, je pense que cette communication, à l'avenir, elle doit être systématique pour vous, mais pour nous aussi, pour pouvoir faire notre travail. Car je rappelle que ce travail, le rapport public annuel, il est remis au président de la République et présenté immédiatement devant l'Assemblée. Donc c'est une obligation qui s'impose à tous, en vérité. Je voulais faire cette petite précision parce que je pense que dans le cadre de votre mission, elle est importante. J'en viens ensuite aux questions qui m'ont été posées par les différents parlementaires sur les hypothèses de croissance et sur les dépenses à privilégier. D'abord, sur les hypothèses de croissance, nous avions fait là-dessus des remarques extrêmement précises dans nos avis sur aussi bien le projet de loi de finances pour 2024 que la loi de programmation de finances publiques. Et nous avions estimé, je le redis, qu'elles étaient élevées. Pour ce qui concerne le projet de loi de finances pour 2024, l'écart était important. Je rappelle que quand je viens devant vous, à l'époque, la prévision de croissance du gouvernement était à 1,4, alors que le consensus des économistes était déjà à 0,8. Donc c'était significativement élevé. D'où, en effet, l'épisode qui va de décembre à février, qui est très court, mais où on constate déjà, puisqu'on ramène la prévision de croissance à 1%, qu'un effort est indispensable. Est-ce qu'il vaut mieux avoir une loi de finances qui soit correctement prévue ou un décret d'annulation? Je laisserai chacun juger. En termes de gestion publique, ça se discute. Et je suis très diplomate, car je n'ai pas l'intention, monsieur le sénateur, de prendre position dans ce débat ou de me mettre face. C'est pas mon rôle. Je suis à la place qui est la mienne. Et je redis que c'est ce que nous constatons maintenant. C'est notre premier message que j'ai dit tout à l'heure dans notre avis sur la trajectoire prévue par le PSTABL. J'insiste aussi sur le fait que, nonobstant les économies très importantes, je viendrai sur la qualification des faits qui sont prévus sans être documentés, nonobstant ces économies très importantes, les prévisions de croissance restent tout de même élevées. Alors certes, elles ont baissé, c'est bien pour les années 2023-2025, mais en 2026-2027, on repart plein pot à un 7,8. C'est-à-dire que nous serions très au-dessus de notre potentiel, qui est plus proche de 1 que de 1,3, en vérité, de nos estimations, très au-dessus de notre potentiel, après avoir imposé à l'économie, non pas une cure d'austérité, mais enfin des économies en dépenses très importantes qui ne peuvent pas être, à notre sens, et c'est ce que disent aussi les prévisionnistes, sans répercussion sur le niveau de la croissance. Voilà la réponse que je peux faire à votre question, monsieur le sénateur. Alors, est-ce qu'il y a des économies à privilégier? Plusieurs d'entre vous m'ont posé cette question. Ça, c'est une question très, très générale. Je dirais que
D'abord, première chose, comment réduire un déficit? Je n'ai pas du tout l'intention de faire, surtout pas devant vous, un quelconque concours de finances publiques. Enfin, disons qu'il y a 3 sources, on les connaît. Il y a la croissance. Il faut prendre garde à ne pas la vulnérabiliser. Ça veut dire que si on touche à des dépenses, ce doit être des dépenses de faible qualité qui n'impactent pas la croissance. Il y a les recettes. Ce n'est pas à moi de m'engager sur ce point. Je noterai simplement que nous avons déjà un taux de prélèvement obligatoire très élevé, mais il n'est pas exclu tout de même, c'est la démocratie qu'on est, oui, je l'ai dit il y a quelque temps, et je pense en effet, ça c'est une opinion personnelle qui peut non m'engager que moi, ça fait 10 ans exactement, que je sais pas, c'est un remède extrêmement généreux. Par exemple, une augmentation de la TVA, c'est ce qui m'avait conduit à parler de ça à l'époque, monsieur le sénateur, quand un président de la République que je connais bien avait envisagé de le faire. J'avais cru devoir lui dire à travers un média que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. J'aurais tendance à penser un peu la même chose, mais ça ne veut pas dire pour autant que toute forme d'imposition est exclue. Et je rappelle quand même un message, là je me raccroche au Conseil, nous disons qu'il faut remettre en cause les baisses d'impôts prévues. Ce qui veut dire soit ne pas les faire, soit, si on les fait, les assortir d'économies correspondantes. Et supplémentaires, monsieur le... Oui, c'est ça. Eh oui, elles doivent être financées. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Alors ensuite, le troisième levier, c'est quand même le principal. Oui, ce sont les économies en dépenses. Et il faut maîtriser l'évolution spontanée de la dépense, et maîtriser les reports et l'impact des lois de programmation. Et l'instrument, c'est les revues de dépenses qui doivent insister sur la qualité. Il faut aussi éviter de réduire les recettes. Je dis un mot sur la qualité de la dépense. Quelque chose qui me chiffonne un peu quand même, je dois le dire, c'est qu'on a commencé à faire des revues de dépenses en 2023. L'impact a été faible sur le résultat. On en fait en 2024. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais pas moi. Et je pense qu'en la matière, la transparence, c'est quand même une bonne règle. Quand la Cour des comptes produira ces 3 revues de dépenses, nous les publierons instantanément, naturellement. Mais comment faire pour avoir des revues de dépenses qui mordent en quelque sorte si ces travaux ne sont pas faits dans la durée, s'ils ne sont pas partagés, s'ils ne font pas l'objet d'un débat démocratique? Je parle sous le contrôle de Madame la Présidente de la Première Chambre. C'était la méthode que nous suggérions. Je crois quand même en gros, pardon de le dire, qu'elle demeure assez valide, que c'est quand même la plus intelligente. Parce qu'il faut de la volonté, il faut aussi du courage et de l'intelligence. Du courage parce que c'est pas populaire et de l'intelligence parce qu'il faut aller chercher les économies au bon endroit. Pour ce qui concerne ensuite les questions sur l'accident de 20 milliards d'euros et les dépenses publiques contenues, ce qui est exact, et on peut le dire, c'est qu'en effet, la dépense publique avait été inférieure à la prévision en 2023 de Chouïa, mais à côté de ça, il y a 2 phénomènes qui se sont produits. Le premier, c'est que les dépenses exceptionnelles ont été surcompensées par des dépenses qui ne l'étaient pas. Donc au final, on aurait dû avoir une baisse très importante. Quand vous baissez de 28 milliards d'euros certaines dépenses exceptionnelles, théoriquement, la dépense ne devrait pas augmenter. Si elle augmente de 1,4 milliard d'euros, ce qui veut dire que la trajectoire était, de ce point de vue-là, singulièrement peu ambitieuse, et ça se répercute à la fin. Et quand vous avez là-dessus, je ne sais pas si c'est un accident en recette, en tout cas des événements en recette, ça se traduit par un déficit immédiat. Sur les recettes, je veux dire un mot supplémentaire, qui est que, certes, il y a une chute des recettes en 2023, mais peut-être a-t-on eu tort de spéculer sur un niveau systématiquement élevé de la recette, alors que nous avions souligné dans nos avis au Conseil sur les années précédentes que l'élasticité était quand même très favorable. Je parle sous votre contrôle, monsieur le secrétaire général au Conseil. Et donc peut-être est-ce une forme de retour à la normale aussi. Donc on ne peut pas avoir sans arrêt des windfall gains, pardon, des bonnes surprises. Ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait escomptable. Est-ce qu'il faut revenir sur les prélèvements obligatoires? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que le point de PIB est une unité de compte pertinente? Bon, c'est pas la pire, dans la mesure où c'est celle qui permet tout de même les éléments de comparaison européenne, c'est celle sur laquelle reposent les règles européennes. C'est aussi celle sur laquelle repose la mesure des prélèvements obligatoires. Disons, on l'utilise comme étalon et je n'en vois pas qui soit meilleur. Sur la certification, en effet, il y a un engagement hors bilan, Mme Carragé sait de quoi elle parle, pour faire face à la garantie de l'État de 75 milliards d'euros. Et à la place, il y a l'engagement du CFP inscrit pour 83,5 milliards d'euros, mais c'est pas pareil. Et je pense qu'il aurait fallu inscrire les deux. Et je redis ici, quand même, mon observation, c'est qu'il est très étonnant qu'on ne parle jamais de la certification. Enfin, ça a été voté par le Parlement, c'est fait par la Cour, ça mobilise des équipes. Nous avons une vingtaine de personnes sous la houlette de M. Soubeyran qui travaillent sur ce sujet, une vingtaine.
qui travaillent sur ce sujet, qui font un travail remarquable, et à la fin, on ne mentionne même pas qu'il y a des réserves. Enfin, encore une fois, quelle boîte ne mentionnerait pas les réserves de son commissaire aux comptes? Si on parle de transparence, ça en fait quand même aussi un peu partie, c'est tout à fait obligatoire. Je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions. J'en viens quand même à une réponse même sur la surtransposition. Il est exact que j'aurais préféré que dans les décisions du Conseil européen, du Conseil, dans ce qui a été voté par le Parlement européen, il y ait... Alors on insiste sur le rôle des institutions budgétaires indépendantes parce qu'elles existent dans tous les pays. Le Haut Conseil, c'est pas un cas à part, c'est pas français. Il y en a dans tous les pays de l'Union européenne et je répète qu'ils ont presque tous des mandats plus larges que le nôtre et presque tous des moyens plus importants que le nôtre, qui fait des merveilles avec deux très bons économistes que je salue, pas deux très bons économistes que je salue, qui travaillent à flux tendu constamment. Enfin, on pourrait avoir plus. Et c'est vrai que si on veut prévoir un rendez-vous annuel parlementaire, il n'est pas dans le texte. C'est à vous de l'évaluer, mais ce qui voudrait dire en réalité que nous ne regarderions pas l'exécution du programme annuellement et que vous ne la verriez pas non plus. Donc c'est à vous, vous pouvez appeler ça une surtransposition, moi j'appelle ça plutôt une bonne information du Parlement et du citoyen et un complément utile à la loi de l'OLF. Enfin bon, je conçois aussi ce débat par rapport aux normes européennes. En l'occurrence, avoir une norme un peu plus avancée en France qui permet une information du Parlement nécessaire. Ce rendez-vous, par exemple, il n'y aurait plus de programme de stabilité, donc ce rendez-vous disparaîtrait. Mais nous n'y travaillerions pas. Nous ne serons pas non plus en mesure de vous dire à tel ou tel moment ce qui se produit. C'est un peu dommage, parce qu'en vérité, on pourrait passer 7 ans sans savoir ce qui se passe dans ce bidule. C'est quand même, me semble-t-il, un petit peu redoutable en termes d'information. Sur les qualificatifs d'austérité ou sur la dépense, je crois avoir répondu au sénateur Cosic sur le fait que tout de même, oui, il fallait agir sur la dépense. C'est pas le seul levier, mais il est quand même essentiel. Je suis persuadé quand même que quand on a 57% de dépenses dans le PIB, c'est-à-dire 8 points de plus que la moyenne des pays de la zone euro, il y a des dépenses publiques qui sont de moindre qualité que d'autres. Et j'espère bien que les revues de dépenses permettent de l'établir. Toute économie en dépenses n'est pas aussi douloureuse qu'une autre, aussi bête qu'une autre, aussi nocive qu'une autre. Elles sont inégales à cet égard. Il faut préserver la croissance, préserver la qualité du service public et parfois même l'améliorer. Autrement dit, il y a probablement certaines dépenses qui, en fait, fonctionnent mal. Un député, M. Ferracci, a fait une proposition qui consiste à plafonner dans le temps certaines dépenses. Ça rejoint des observations que nous avons faites, nous, par exemple, sur les dépenses fiscales, en disant qu'il fallait il y a certaines sont votées, ou des aides aux entreprises, depuis perpète et jusqu'à perpétuité. On ne sait même plus à quoi elles correspondent. Les plafonner dans le temps et les évaluer périodiquement me paraîtrait comme une démarche de bonne gestion. Puis il y a d'autres investissements qui, au contraire, doivent carrément être ajoutés. Je suis venu, par exemple, devant la commission des affaires sociales de cette haute assemblée, il y a 2 ans, je crois, présenter un rapport sur les EHPAD. Sur les EHPAD, il faut plus. C'est évident. Nous avons des problèmes. Et donc, au total, on doit trouver un chemin. C'est pas à nous de dire comment. Nous ne sommes pas l'exécutif, justement. Mais je pense qu'il faut le chercher. Est-ce que c'est de l'austérité? Il s'agit en réalité de ralentir le rythme de progression de la dépense. Je ne crois pas que ce soit une politique d'austérité, mais incontestablement, c'est un effort en dépenses qui est très important et qui est sans précédent. C'est la raison pour laquelle, je suis obligé de conclure par là, nous avons souligné des problèmes de crédibilité, de cohérence. Si on regarde les séquences passées, ce sont des efforts d'économie en dépenses qui, en effet, n'ont jamais été faits. Et c'est une descente d'escalier avec des marches extrêmement hautes, comme on n'en a jamais fait, dans un contexte qui n'est pas facile, ni économiquement, ni peut-être politiquement, je ne sais pas, ça c'est quelque chose que je ne regarde même plus, mais ça existe peut-être. Non, je plaisante, enfin, c'est pas très simple quand même, disons-le, enfin, c'est très raide. Bon, ça c'est une première chose. Et le manque de cohérence, je veux y insister quand même, parce que je pense vous évoquiez les débats avec le ministre, etc. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire naturellement là-dessus. Je travaille dans les meilleurs termes avec Bruno Le Maire, avec Thomas Cazenave. Ils sont à leur tâche. Elle n'est pas facile. Je ne serais pas bien placé pour leur jeter la pierre dans la mesure où j'ai été à leur place il y a un moment donné. Mais quand même, je pense que le débat sur la cohérence, il mérite d'être posé. Et je veux le reformuler. Si vous privilégiez absolument le taux de croissance, y compris à 2027,
2026-2027, il est très vraisemblable qu'on ne sera pas à 2,9%, qu'on sera au-dessus. Je ne peux pas parler des agences de notation parce qu'après tout, elles mesurent autre chose, c'est-à-dire elles mesurent la capacité de financement de notre dette. Moi, je n'ai jamais eu d'inquiétude de cette nature. Je n'ai jamais épousé le débat sur la faillite, la Grèce. Nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Nous sommes la France et nous avons heureusement une capacité à placer notre papier qui est bien meilleure. Tant mieux, qui va s'en plaindre? En revanche, reste un problème, c'est que quand vous avez une dette très élevée, une charge de dette très élevée, vous n'avez plus de capacité d'action publique. Donc vous ne pouvez faire face ni aux problèmes macroéconomiques, ni aux investissements nécessaires. Donc en réalité, on s'appauvrit en s'endettant. Et on s'impuissante en s'endettant. C'est ça le vrai problème. Il n'empêche que si vous voulez vraiment préserver votre croissance, alors à ce moment, vous n'atteindrez pas du tout ça. Et les agences de notation l'ont soulevé d'ailleurs. En ne dégradant pas la France, elles ont quand même noté que la trajectoire était difficile à réaliser, disons. Et si au contraire vous vous dites qu'il faut absolument passer en dessous de 2,9 ou de 3, bah, ça veut dire que vous allez avoir un impact sur la croissance. C'est malgré tout, ces économies, je ne sais pas moi les qualifier, elles sont d'un prélèvement sur l'économie. Vous retirez 20 milliards par an, c'est quand même quelque chose qui n'est pas sans impact sur le PIB. Et plusieurs des prévisionnistes, n'est-ce pas, M. Dubois, que nous avons interrogé, le disent. Et à ce moment-là, on n'est pas à un 6, un 7, probablement. Ce qui veut dire que pour faire les 3%, il faut avoir encore plus d'économies que ce qui est prévu et qui est déjà extrêmement lourd. Et moi, je pense que ce débat-là, qui est un débat de cohérence entre la macroéconomie et les finances publiques, il mérite d'être posé franchement devant les Français et il mérite qu'on fasse des choix et qu'on dise une vérité. C'est le sens de la démarche du Haut Conseil. Et c'est comme ça que nous arrivons à boucler notre avis. Et c'est pour ça qu'en effet, ce manque de cohérence, je dois le dire, moi, je n'ai pas à qualifier nos propres avis, mais nous n'avions jamais utilisé cette terminologie. Jamais. Je ne parle pas du tout d'insincérité. Je suis heureux qu'on n'en ait pas parlé ici. Mais le manque de cohérence, c'est un pas plus loin, incontestablement. Nous partageons avec vous, merci Monsieur le Premier Président, l'idée qu'effectivement on dépasse même la question technique financière ou technique budgétaire. On n'est plus sur une question de choix politique et de décision politique partagée qui ensuite se décline budgétairement. Mais on en est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raccommoder par, je ne sais pas quoi, 100 millions ici, 1 milliard là. C'est plus de cette nature-là. Voilà. Et je pense qu'on est effectivement plus près d'un débat politique un peu général sur les ambitions du pays, sur les choix, sur les directions qu'on se donne, sur les priorités qu'on se donne, avant toute chose. En tout cas, c'est la lecture que je fais de votre conclusion. Je me permets, je m'autorise à la reprendre de cette façon-là. Merci en tout cas, Monsieur le Premier Président. Je voudrais remercier également Madame la Présidente de la Première Chambre, que nous retrouvons toujours avec plaisir, Monsieur le Rapporteur Général du Haut Conseil, ainsi que tous vos collègues qui vous accompagnent évidemment aujourd'hui pour cette audition, et nous excuser encore du retard que nous avons eu à l'allumage, parce qu'il y a un embouteillage quand il y a trop de ponts, vous voyez, dans un mois. Donc, à un moment donné, ça devient difficile d'arriver à trouver exactement les équilibres. Merci encore et bonne fin de journée.